Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. T'es à Paris au cœur de la crise en France. Juste le titre de l'éditorial du quotidien Le Monde aujourd'hui. Après la chute du gouvernement Bayrou, le président de la République dans un champ de ruines. Ça parle de quelque chose qu'il a peut-être lui-même engendré d'ailleurs, parce qu'il est quand même au pouvoir depuis 2017, avec une promesse à l'époque de faire en sorte que la France modernise ses institutions, soit plus dynamique, soit plus à même surtout d'attirer les entreprises et de faire en sorte que les Français soient collectivement plus riches. On n'est pas tout à fait au rendez-vous. Ils se sont appauvris. Je te disais hier qu'ils épargnent, c'est vrai, mais collectivement, ils se sont appauvris 1100 milliards de dettes de plus. Ça pèse beaucoup dans la balance et c'est ce qui fait probablement qu'aujourd'hui, dans quelques minutes à peine, parce que les choses se bousculent, le premier ministre va rencontrer le président pour lui remettre très officiellement sa lettre de démission, alors que du coin de l'œil, je vois le ministre de l'Intérieur, il l'est toujours, le sera probablement encore demain, parce qu'avant qu'on nomme un premier ministre, ceux qui forment le cabinet vont rester au pouvoir. Annonce ce qui risque de se passer demain, parce que derrière... Faisons une parenthèse, on reviendra sur la politique, mais là, demain, toi, t'es à Paris, mais je vois le mouvement, il s'appelle Bloquons tout. Bloquons tout, je comprends que c'est aéroport, transport en commun, peut-être une partie des routes, entreprises. Épicerie. L'idée étant d'organiser un mouvement populaire de contestation du capitalisme, de l'économie moderne française, donc avec l'idée, par exemple, de pas utiliser ses cartes de guichet, de ne pas aller à la banque, peut-être occuper des épiceries, bloquer la circulation, bloquer les livraisons, le transport. C'est pas un mouvement qui a été organisé par les grandes organisations syndicales, c'est important. C'est un mouvement décentralisé, c'est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux, un peu comme avec les Gilets jaunes, parce que la semaine prochaine, il y aura quelque chose de plus structuré avec les habituels rendez-vous fixés par les grandes centrales syndicales. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Les Français mobilisés par la France insoumise, le parti d'extrême gauche, se sont joints au bal, ont essayé de noyauter ou à tout le moins de faire du surf sur cette vague en annonçant que c'était l'occasion de précipiter les choses, mais plus pour faire tomber le gouvernement de M. Bayrou, mais pour faire tomber le président de la République. Je te parlais du ministre de l'Intérieur. Alors, il dit que la mobilisation des forces de l'ordre sera à hauteur de 80 000 policiers et gendarmes. Je répète, 80 000 policiers et gendarmes. Oui, mais avec pour but d'assurer qu'on ne casse pas tout, ou avec pour but de rouvrir les routes fermées, de tasser les manifestants. Parce que deux affaires, protéger le bien public ou essayer de tasser les manifestants pour rétablir l'activité régulière, c'est deux missions différentes, là. Et il l'a fait plusieurs fois avec, par exemple, les agriculteurs qui, ici, comme dans plusieurs pays, sont en pistolet, sont pas très heureux et qui ont bloqué les routes, tenté de bloquer les routes. Et le ministre Retailleau, qui d'un côté, parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions présidentielles, dit toujours comprendre les doléances des agriculteurs, mais que ça peut pas se faire aux dépens de l'ensemble de la collectivité. Donc, dialogue, mais ferme. Si vous fermez, bloquez une route, on va la rouvrir le plus rapidement possible. Alors, les renseignements semblent indiquer qu'en termes de milliers de personnes mobilisées, ça sera peut-être pas une jauge très haute. On parle de 100 000 manifestants attendus. C'est ce que les renseignements estiment. Donc, 80 000 policiers et gendarmes pour 100 000, mais beaucoup plus radicalisés avec des casseurs. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, le préfet de Paris, M. Nunez, qui disait à Paris, ça pourrait aussi brûler, qui sont en train d'agiter le chiffon rouge pour faire peur à tout le monde, ou est-ce qu'ils ont de bons renseignements? Chose certaine, connaissant la France, tu la connais un peu aussi, tout est toujours possible. On est ici assis sur un baril de poudre, et si demain ce n'est pas le pire, ce qu'on peut souhaiter, ça veut pas dire pour autant que ça va s'arrêter. Ouais. Il y a le mouvement syndical du 18 septembre. C'est pas dit que le 11 ou le 12, s'il y avait quelque chose qui démarrait demain, on n'ait pas des mots d'ordre pour continuer, parce que c'est décentralisé. On connaît pas les organisateurs, les services de renseignement peuvent pas se dire on va noyauter, infiltrer un groupe plutôt qu'un autre. C'est très difficile à saisir, et certains soupçonnent aussi qu'il y aurait de l'ingérence étrangère. C'est tout à fait possible qu'une puissance, évidemment, quand on la nomme pas, on pense à la Russie, mais choisisse d'agir sur les réseaux et pour de déstabiliser davantage la France. Exactement. Qui est l'allié de l'Ukraine. Mais
je reviens politiquement. Je voyais Emmanuel Macron, là, ses remarques quand même brèves là, à la suite de tout ça, mais qui laissait entendre que un peu business as usual. Là, on va nommer je vais nommer un nouveau premier ministre, on va essayer de trouver quelqu'un qui puisse faire consensus. Business as usual, un cinquième premier ministre en moins de 2 ans. Non, je sais, mais t'as vu ses commentaires, là, il disait, je vais en nommer un autre, comme si tout allait bien. J'en ai pris acte. J'ai pris acte, j'ai vu. Et il pourra pas attendre très longtemps parce qu'il peut pas dire aujourd'hui qu'il est surpris. Ça fait 2 semaines que le premier ministre Bayrou a annoncé son intention en disant « Je vais demander un vote de confiance ». Personne croyait franchement qu'il allait l'emporter hier. Ça a été d'ailleurs une déconvenue assez humiliante pour François Bayrou, qui peut-être se protégeait un projet présidentiel en 2027, il pourrait dire plus tard, regardez, j'ai averti, j'ai été le Cassandre qui annonce le pire, j'ai choisi de mettre les Français et la classe politique devant des choix difficiles, on ne m'a pas écouté, j'ai démissionné et je reviens par la petite porte dans 1 an et demi pour les présidentielles, je n'y crois pas du tout. Il est au plus bas dans les sondages. Il y avait des parties qui étaient organisées dans les rues de la France partout pour célébrer son départ. Donc, Macron connaissait l'inéluctable destin de son premier ministre. C'était d'ailleurs pas son premier choix lorsqu'il l'a nommé en décembre dernier. En fait, quand M. Bayrou s'est présenté à l'Élysée en décembre dernier, c'était pour se faire dire, ça sera pas toi. Et là, il a décidé, lui, de bouder, de voter avec ses pieds, puis de dire, c'est pas moi, mes députés, parce que c'est aussi le patron d'une petite force politique, le MoDem, mes députés ne vont plus vous appuyer. Non, c'est pas une centaine, c'est beaucoup moins. Non, j'ai dit une trentaine. Oui, c'est ça, c'est 30-40 députés. Mes députés ne vont pas vous appuyer, puis ils ont besoin, en ce moment, au Bloc central, de tous les députés pour essayer de former quelque chose qui, à défaut d'être majoritaire, leur permet d'avoir une légitimité. Et c'est là que Bayrou a fait le forcing et qu'après quelques heures à ne pas répondre aux appels du président, en décembre dernier, il a finalement accepté d'être premier ministre après s'être fait dire « ça sera pas toi ». Qui le premier ministre à l'époque préférait? Celui qui est le ministre des Armées, comme on dit ici. Peut-être sera-t-il le premier ministre des Armées, parce que c'est pas évident que M. Lecornu, s'il est nommé, c'est un proche de Macron, pourra faire mieux que Bayrou, parce que peut-être qu'on va pas voter la censure au moment où il sera nommé, parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on va accepter qu'il forme un gouvernement? Mais le test, c'est le budget. Puis il y a aucune chance que lui ou un autre arrive à s'entendre, à moins de compromis avec des socialistes qui veulent taxer qui? Les riches, la fameuse taxe Zuckman qui viendrait tondre les patrimoines les plus riches, espèce de main tendue. Mais le risque, c'est que la droite de cette coalition disent on n'en veut pas, nous, de cette taxe et on va s'en aller. Puis je pense entre autres aux députés de celui qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et qui très clairement n'est pas un allié du président, même s'il a accepté de gouverner avec lui. Alors c'est une situation, je raconte ça, puis je me dis peut-être qu'on s'arrache les cheveux en écoutant, mais c'est ça la France. C'est des scénarios à s'arracher les cheveux. C'est une assiette politique beaucoup plus fractionnée que ce qu'on connaît chez nous. Ouais. Bon, pendant ce temps, la lettre qui supposément n'existait pas, la lettre de Donald Trump à Jeffrey Epstein, hier, elle est apparue. La carte. Oui, c'est une carte de fête, effectivement, t'as raison. Ouais. Mais est-ce qu'on doute vraiment de son authenticité? Là, je sais que les spécialistes en signature, est-ce que ça pourrait être un faux fabriqué, ouais? C'est difficile d'imaginer que c'est un faux. C'est certainement possible. C'est ce que prétend le président Trump depuis plusieurs semaines. Si cette carte existait, il devait bien s'en douter. Et quand il réclamait à corps et à cri l'automne dernier que toute la lumière soit faite sur l'affaire Epstein, je ne peux pas imaginer qu'il ne se disait pas que ça aurait pu aussi au passage l'éclabousser, parce qu'à l'époque, c'était surtout des démocrates, le président Clinton et quelques autres qui étaient dans le collimateur de Donald Trump. Ce qui m'intéresse dans l'affaire, puis on aura l'occasion sans doute d'y revenir, parce que l'affaire Epstein, elle est fascinante. Il y aurait pas il y aurait des romans à faire avec ça, tellement c'est improbable et tellement il est partout comme Charlie dans la photo. Tu es dans le monde des ventes d'armes, Monsieur Epstein est présent. Tu vois qui l'a embauché pour la première fois dans une école de jeunes filles. C'est le père de celui qui, quand il deviendra ministre de la Justice, va ordonner son arrestation.
Donald Barr engage Jeffrey Epstein dans une école de jeunes filles et le fils de Donald Barr, Bill Barr, sera le procureur général des États-Unis qui va le faire arrêter. Tout ça est improbable. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une guerre politique sourde derrière ça, parce que qui a le premier sorti cette carte, le contenu de la carte? C'est le Wall Street Journal. Wall Street Journal qui appartient à Rupert Murdoch, un magnat australien de la presse qui a fait trembler les Anglais comme les Américains et les Australiens, je parle de la classe politique avec ses médias, qui, historiquement, n'a pas toujours été le meilleur ami de Donald Trump, mais est un allié. C'est le propriétaire aussi de la Fox aux États-Unis, qui, on pourrait le dire, c'est Trump TV. La Fox, elle est entièrement derrière Trump et c'est une puissante machine. Mais le Wall Street Journal appartient au même groupe. Et c'est le Wall Street Journal qui a décidé de publier, sachant que ça déplairait au président. Le président a menacé de les poursuivre pour combien? Les éditeurs et le journal? 10 milliards de dollars. Je répète encore une fois, 10 milliards. Ça, si c'est pas de l'intimidation, parce que on aurait sali sa réputation. Et le patriarche, 94 ans, qui peut s'arranger avec toutes sortes de compromis moraux, sachons-le, a décidé que la réputation, si c'est de ça qu'il s'agit, de son journal et la qualité de ses journalistes était supérieure à toute possible intimidation du président. Ils sont allés de l'avant, ils ont publié. Hier, ce qu'on a vu, c'est des copies des originaux parce que le Congrès a demandé à avoir accès au fonds d'archives Epstein qui était au département de la justice et les démocrates ont fait fuiter l'affaire et c'est le même document qu'avaient entre les mains des journalistes du Wall Street Journal en juillet dernier. Et là où ça devient passionnant, c'est que si Rupert Murdoch décide qu'il tient tête à Donald Trump, d'abord c'est un puissant joueur dans l'écosystème des médias et c'est peut-être le début d'une petite craque parce qu'à ce jour, tous se sont mis au garde-à-vous, sinon à genoux, devant Trump, à commencer par CBS qui s'est entendu pour régler dans l'affaire de 60 Minutes où le président disait l'entrevue avec Kamala Harris a été montée pour la favoriser, tout ça. CBS a réglé pour 15 millions de dollars. ABC a réglé aussi dans une autre affaire. Et là, tu as un groupe qui théoriquement est allié. Plus sympathique, oui, c'est ça en théorie. Beaucoup plus sympathique. Et il y a visiblement une division dans l'Empire parce que les gens de Fox n'ont pas changé. Eux, l'affaire Epstein, là, ils en parlent le moins possible en ce moment. Puis s'ils en parlent, c'est pour rappeler que c'est surtout des démocrates qui étaient mal pris avec ça. Donc, il y a une division au sein de la famille. Alors, est-ce qu'il est en train, pardonne l'expression, de hedger ses bêtes, M. Murdoch, avoir un chien qui n'aboie pas seulement, mais qui mord, et à côté de ça, d'avoir Fox qui continue à chanter les louanges? Moi, je pense surtout que ça annonce à l'horizon un groupe qui a décidé qu'il ne plierait peut-être pas l'échine, et c'est pas celui qu'on aurait imaginé. On aurait dit peut-être le New York Times au nom des valeurs qui sont les siennes, et là, c'est le plus conservateur des journaux qui ne se laisse pas envoyer à la niche. Stéphane, merci beaucoup. À demain.